Bonjour à tous, bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde consacrée à la thérapie génique, qui figure parmi les outils les plus prometteurs pour lutter contre les maladies qui entraînent une dégradation de la vision pouvant aller jusqu'à la cécité. À ce jour, peu de projets ont atteint un stade très avancé, mais malgré les difficultés, les chercheurs académiques et les startups restent extrêmement motivés à trouver des solutions. C'est ce que vont nous démontrer nos invités. Donc, Serge Picot, directeur de l'Institut de la Vision à Paris. Merci à vous de votre présence. Nathalie Delaire-Trépeau, vous êtes vice-présidente en charge des relations investisseurs et de la communication de la société Sparring Vision. Bonjour, bienvenue. Et Denis Caillé, vous êtes fondateur et président de la Fondation Setgard et CEO de la société Variant. Tout à fait, bonjour. Bienvenue. Merci. J'invite les auditeurs, s'ils ont des questions, à les poser via le chat et nous essaierons d'y répondre à la fin de cette table ronde. Serge Picot, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi l'œil est un organe particulièrement intéressant pour les approches en thérapie génique ? Alors tout d'abord, moi je fais partie de l'Institut de la Vision. L'Institut de la Vision, on cherche à comprendre comment nous voyons, mais aussi à prévenir les pathologies visuelles et restaurer la vision. Et c'est pourquoi on a développé des thérapies géniques. Alors pourquoi la thérapie génique est vraiment tout à fait adaptée à l'ophtalmologie et à traiter les pathologies oculaires ? Bien, tout simplement parce que l'œil est une toute petite structure, très accessible pour des injections multiples ou une seule injection. On peut voir dans l'œil les cellules de la rétine, donc on peut même compter les photorécepteurs. Et puis surtout, si on injecte un produit dans l'œil, même s'il arrive de sortir de l'œil, finalement la dilution dans tout le corps humain fait qu'il n'y a pas de risque de toxicité sur tout le corps humain. Donc c'est vraiment un avantage et c'est pourquoi il y a un tel boom des développements thérapeutiques en ophtalmologie et donc en particulier pour toutes les pathologies rétiniennes et visuelles. D'accord. Vous pouvez juste nous rappeler rapidement, parce que ça sera important pour la suite, quels sont les photorécepteurs qui peuvent être ciblés par la thérapie génique ? Alors pour la thérapie génique, on peut cibler les photorécepteurs à bâtonnets, ceux qui permettent de voir la nuit, mais aussi les cônes qui nous permettent de voir les couleurs, qui nous permettent de voir le jour, et puis surtout la haute acuité visuelle. Mais il ne faut pas oublier aussi les cellules ganglionnaires, ces cellules qui sont connectées au cerveau, parce toutes ces cellules peuvent induire des pathologies visuelles avec perte de vision, voire cécité. D'accord. Alors, vous l'avez souligné, il y a énormément de développement en thérapie génique, en ophtalmologie. Malgré tout, à ce jour, je crois qu'il n'y a qu'un seul produit de thérapie génique qui a atteint le marché sur une maladie ophtalmique, en l'occurrence dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Le produit a obtenu son AMM européenne en 2019. C'est un traitement, donc le Luxturna, qui cible plutôt les maladies héréditaires comme l'amorphose congénitale de Leber ou la rétinopathie pigmentaire, lorsqu'il y a une mutation sur un gène qu'on appelle RPE65. Et donc, on peut traiter cette pathologie et surtout, les résultats ont été assez exceptionnels parce que ces enfants, souvent c'était des enfants, ils avaient besoin d'une lampe frontale en permanence pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir lire, pour faire toutes les activités de la vie quotidienne. Et donc là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'une fois avoir eu le traitement de thérapie génique, ces enfants voient dans toutes les conditions. Et il y a eu un test qui a été fait justement chez Streetlab, qui est dans l'Institut de la Vision, où les patients avant la thérapie génique devaient faire tout un labyrinthe à très faible luminance. Ils étaient incapables de faire ce labyrinthe. Ils étaient capables de le faire avec leur lampe frontale. Et puis, après le traitement, à cette très faible luminance, ils arrivent à faire le labyrinthe, ce qui démontrait vraiment le bénéfice thérapeutique pour le patient, puisqu'il arrive maintenant à se mouvoir dans un endroit assez complexe, puisqu'il y avait des drapeaux, des marches où il devait se baisser, il devait marcher, voir les marches pour pouvoir passer les obstacles. Donc on se rend compte, combien le patient a un bénéfice de la thérapie. Et donc c'est resté un cas unique puisque l'AMM a obtenu, il a été déjà il y a plusieurs années et à ce jour il n'y a pas eu d'autres produits de thérapie génique qui arrivaient sur le marché
Comment vous l'expliquez? Alors, on a eu une société assez proche d'y arriver en France quand même. On a eu GeneSight et je suis très désolé parce que c'était une thérapie génique qui a été développée à l'Institut de la Vision et qui a amené jusqu'au patient. Donc dans ce cas présent, c'est la neuropathie optique de Leber, justement ces cellules ganglières qui sont connectées au cerveau. La thérapie est extrêmement efficace. Le seul problème, c'est que l'essai clinique mesurait en fait une différence d'efficacité entre un œil injecté et l'autre œil. Voilà, c'est le patient qui était lui-même son propre témoin. Voilà, et il se trouve qu'en fait, l'injection dans un œil va aussi traiter l'œil voisin, parce qu'il y a une diffusion de la thérapie vers l'œil non injecté. Et donc, en fait, les deux yeux s'améliorent. Et malheureusement, en fait, donc les endpoints, c'est-à-dire le amélioration du bénéfice par rapport à l'œil témoin, en fait, n'a pas été atteint. Donc, on pourrait penser que c'est peut-être un effet placebo. Et donc là, les autorités de santé demandent à ce qu'il y ait un autre test où, en fait, ce soit des patients injectés contre des patients placebo complètement indépendants pour démontrer qu'il y a vraiment un effet thérapeutique et que c'est pas un effet placebo. C'est un peu triste parce que 80% des patients récupèrent une vision avec au moins 3 lignes de lettres sur le tableau de TRS. Donc c'est vraiment une récupération très importante. Malheureusement, il n'y a pas encore l'autorisation de commercialiser. Donc il y a une autorisation temporaire d'utilisation qui devrait être initiée en France. Mais il y a beaucoup de patients de par le monde qui attendent ce traitement et qui malheureusement ne peuvent pas en bénéficier encore. Voilà. Et donc pour l'instant, personne d'autre encore n'est arrivé à mettre une thérapie génique sur le marché en ophtalmologie. Mais on attend des résultats de mes collègues très prochainement. Denis Caillé, on en discutait en préparant cette table ronde. C'est vrai que l'intérêt des investisseurs pour une technologie, une aire thérapeutique, dépend aussi beaucoup des succès qui sont déjà arrivés. Donc en tant que dirigeant d'entreprise, comment vous voyez l'intérêt des investisseurs sur la thérapie génique en ophtalmologie? On ne peut que déplorer le fait que les investisseurs se sont, ces dernières années, désintéressés de la thérapie génique de remplacement ou thérapie monogénique, celle qui consiste à remplacer un gène muté par un gène sauvage, donc sain, parce que peut-être que les développements coûtent encore très cher et que les marchés cibles sont finalement assez faibles compte tenu des prix et du temps qui est nécessaire pour permettre à un médicament d'arriver sur le marché. En revanche, c'est vrai que la thérapie dite polyvalente, auquel Variant appartient, bénéficie encore de l'intérêt des investisseurs parce que nous avons des produits qui vont s'adresser à un plus grand nombre de patients avec plusieurs indications dans le portefeuille. Ce que vous appelez thérapie polyvalente, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à un gène particulier, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que la maladie est traitée indépendamment du gène qui est injecté dans l'œil. D'accord. Et donc, on arrive, chez mon confrère Sparring Vision, comme chez Variant, avec un seul produit, à traiter plusieurs indications différentes, amorose congénitale de Leber, rétinique pigmentaire, etc. D'accord, voilà. Et ça, c'est encore une voie tout à fait prometteuse pour la thérapie génique en ophtalmologie. On peut parler de thérapie génique mutation agnostique de la même façon qu'on parle de thérapie tissu agnostique en oncologie. Donc. Absolument. Alors Nathalie Delert-Trépeau, vous, votre société est, comme GeneSight, une spin-off de l'Institut de la Vision. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de sa création, de son parcours jusqu'à présent et du mode d'action, donc des thérapies que vous développez? Bien sûr, avec plaisir. Donc Sparring Vision, on est une société de biotechnologie basée à Paris et à Boston aux États-Unis. Sparring Vision cherche à révolutionner le traitement des maladies graves de la rétine, des maladies à forte prévalence comme la rétinopathie pigmentaire et certaines formes de DMLA. Pas forte prévalence, c'est-à-dire on parle pour la rétinopathie pigmentaire de plus de 2 millions de patients dans le monde quand on prend l'ensemble des patients. Donc, on fait référence à ce que disait Denis. Comme notre approche est polyvalente ou agnostique des mutations, comme vous venez de le mentionner, l'idée est de pouvoir s'adresser à tous les patients, quel que soit le variant ou la mutation génétique à l'origine de leur pathologie. D'accord. L'autre pathologie que nous visons, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc certaines formes de DMLA. D'accord.
Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes un spin-off de l'Institut de la Vision. Sparing Vision a été fondé par deux éminents médecins et chercheurs de l'Institut, le professeur José-Alain Sahel et le docteur Thierry Lévégard. Fondé autour de SPVN06, notre premier candidat médicament, dont l'objectif n'est pas donc de corriger un gène responsable d'une maladie, mais bien de s'attaquer aux conséquences, dans le cas de la rétinopathie pigmentaire, de s'attaquer à la dégénérescence des cônes. L'objectif pour le candidat médicament est de préserver les cônes en participant à protéger et en agissant sur leur métabolisme. Dans ce genre de maladie, qu'est-ce qui est dégradé en premier? C'est les cônes ou les bâtonnets? Donc d'abord les photorécepteurs à bâtonnets, comme l'a précisé Serge Picot, et ensuite les cônes. Et donc l'idée, les cônes permettant la vision centrale, la vision de jour, la vision... c'est la vision qui permet de lire. Vous utilisez vos cônes actuellement pour me regarder, pour parler. L'idée est de préserver cette vision le plus longtemps possible pour les patients. Donc la force de cette approche est qu'elle est agnostique des mutations, comme on l'a dit. Elle permet aussi de s'adresser aux patients à divers stades de leur maladie, donc pas uniquement à des stades précoces, lorsque l'on vise une mutation spécifique, comme dans le cas du Luxturna par exemple, mais à divers stades de l'avancée de la maladie. Et qui dit agnostique de la mutation génétique, dit aussi agnostique de la pathologie en elle-même. Donc c'est pour ça qu'on peut, avec le même produit, on pense pouvoir traiter et la rétinopathie pigmentaire et certaines formes de DMLA. Donc on a un deuxième produit. Les pathologies où la dégénérescence, c'est à peu près la même. Voilà, une dégénérescence des bâtonnets suivie des cônes. On a un deuxième produit en portefeuille. dont Sparing Vision a fait l'acquisition à travers d'une autre spin-off de l'Institut de la Vision. Le produit, c'est le SPVN20 qui avait été mis au point, entre autres, par le docteur Denis Dalcara. Et là, c'est une approche aussi pour la rétinopathie pigmentaire, mais d'autres pathologies également, qui s'adresse à des patients à des stades plus avancés de la maladie, des patients qui sont dans des phases dans des situations de basse vision ou de malvoyance. On commence déjà à perdre les cônes. La majorité des cônes ont déjà disparu, et l'idée est de restaurer la vision. Donc une approche vraiment très innovante. Et l'idée, donc, c'est de permettre chez ces patients qui ont encore des cônes dormants, donc c'est-à-dire des cônes qui ont dégénéré, mais qui gardent un certain nombre de capacités de photosensibles, en fait. Et l'idée, les cônes dormants peuvent encore capter la lumière, mais ils n'arrivent plus à transformer cette lumière en signal électrique qui est ensuite transmis au cerveau pour permettre la vision. Et donc c'est là où intervient SPVN20 pour pouvoir redonner à ces cônes dormants la capacité de transformer ce signal et de transmettre le signal électrique au cerveau. D'accord, formidable. Et donc vous en êtes où du développement de ces deux candidats? Donc ces deux candidats médicaments sont en phase clinique. SPVN06, donc notre candidat médicament le plus avancé, est en phase 2. Il est actuellement, c'est une phase 2 qui est menée en France, à l'hôpital des 15-20 et aux États-Unis, et qui devrait bientôt terminer de son recrutement. Et les résultats sont attendus pour le début de l'année 2027. SPVN20, le deuxième candidat médicament, est entré en clinique cette année. Donc il est actuellement... l'essai clinique a actuellement démarré à l'hôpital universitaire à Gand, en Belgique. Il sera mené également à l'hôpital des 15-20 à Paris et en Irlande. D'accord. Les résultats pour cette étude clinique sont également attendus en 2027. Donc l'année 2027 sera une année très, très importante. Exactement. Pour vous. Et donc, Denis Caillé, vous l'expliquer, votre société aussi a opté pour cette approche mutation agnostique ou panthérapie, je ne sais pas trop. Voilà, Oui. Donc, vous pouvez revenir un petit peu aussi sur la création de votre société et expliquer en quoi l'approche se distingue de celle de Sparing. Très bien. Alors, l'origine de la société est celle de spécialistes des facteurs de transcription. Il se trouve que le CERTO, le centre de recherche en ophtalmologie de l'association Retina France, a bénéficié d'un modèle animal qui permettait de tester des souris qui étaient porteuses d'une pathologie, une dystrophie cône bâtonnet due à des mutations sur le gène CRX. On a travaillé avec un autre spécialiste
de l'Institut Biologie Valrose à Nice, Thomas Lamonnerie, qui est un biologiste moléculaire spécialisé sur les questions des facteurs de transcription et qui connaissait ces facteurs de transcription depuis longtemps. Les facteurs de transcription, ce sont des gènes qui viennent très en amont de la création de la rétine et qui participent à la fabrication de cette rétine. Ils interviennent dans l'expression d'autres gènes qui vont... Tout à fait. Voilà. D'accord. Ils sont multifonctions, on va dire, par rapport à beaucoup d'autres gènes de la rétine qui sont, on va dire, monofonctions. Et à force de travailler sur ces facteurs de transcription et en particulier sur le gène CRX, on s'est aperçu que le facteur de transcription CRX était à la fois efficace sur les cônes et les bâtonnets, et c'est d'ailleurs dans la littérature scientifique, et qui donc nous permet aujourd'hui de développer un produit en AAV, qui est la méthode... AAV, la méthode adéno-associated virus. Donc c'est le vecteur. Qui est le vecteur, qui est le transporteur, et qui, en fait, nous permet d'amener ce gène CRX dans la rétine pour aider à la redifférenciation des photorécepteurs et à la neuroprotection de ces derniers, pour permettre de s'adresser donc à plusieurs types de maladies différentes. Alors, la technologie, pour revenir à votre question, elle n'est pas très différente de celle de Sparring Vision. C'est à peu près le même principe, si ce n'est que nous, on travaille avec des facteurs de transcription, et en particulier le facteur de transcription CRX. Mais comme vous nous l'avez expliqué très bien, c'est à peu près la même technique qui est visée, à savoir aller traiter des indications différentes sur les photorécepteurs, cônes et bâtonnets. Ça dépend peut-être aussi du stade d'avancement de la maladie, puisque vous intervenez quand les bâtonnets sont déjà atteints aussi, c'est ça? J'ai bien compris? Alors oui, d'abord, en fait, mais je pense que Serge Picot expliquerait ça mieux que moi, mais intervient d'abord la dégénérescence des bâtonnets suivie de cette souvent, en fait, la dégénérescence des bâtonnets est liée à la mutation, en fait, qui s'exprime dans les bâtonnets et qui induit, en fait, la dégénérescence des photorécepteurs à bâtonnets. Et en fait, la perte des bâtonnets fait qu'un facteur trophique qui est produit par les bâtonnets va aussi disparaître. Or, en fait, ce facteur trophique, il est indispensable pour les cônes pour survivre. Et donc, toute l'idée qui est très belle, qu'avait eu Thierry, de réintroduire ce facteur trophique dans une autre cellule. Et donc, pour l'amener, pour faire en sorte que cette cellule exprime ce facteur trophique, eh bien, l'idée, c'est de prendre la thérapie génique qui amène, en fait, le code génétique de ce facteur trophique dans une cellule, et en particulier l'épithélium pigmentaire rétinien. Et donc, cet épithélium va pouvoir synthétiser ce facteur trophique. Il ne va pas venir des bâtonnets, mais les cônes ne vont pas s'en rendre compte. L'important, c'est que le facteur soit là. Et donc, l'idée, c'est qu'a priori, ce facteur fait survivre le cône, et on peut espérer que, de ce fait, le patient garde ses cônes, ou du moins que la présence du facteur ralentisse la dégénérescence de ces photorécepteurs à cônes, et que les patients puissent garder la vision centrale toute leur vie, et que finalement, en fait, la dégénérescence soit tellement lente que ça n'impacte pas leur vision en général. Alors que vous, le produit que vous développez, donc, agit à la fois sur les cônes et les bâtonnets. Agit à la fois sur les cônes et les bâtonnets, quel que soit le phénotype du patient, à savoir quel que soit son âge. Et donc peut-être y compris aussi dans des stades plus avancés de la pathologie. Absolument, et à ce moment-là, on va aller chercher un autre résultat que celui qu'on va pouvoir chercher quand les patients sont jeunes. De la même manière que Sparring Vision, je pense, en fait, on va aller aussi chercher les cônes dormants, parce que pour certaines pathologies, notamment la dystrophie cône bâtonnet due à CRX, il s'avère qu'a priori, certains cônes, en fait, n'ont jamais été vraiment très bien différenciés au cours du premier développement de l'enfant, et que donc, pourquoi pas réussir à redifférencier ces cônes, même si beaucoup plus tard dans le cours de la vie, grâce à la thérapie génique. C'est finalement donc des déficiences identiques, mais qui ne se produisent pas pour les mêmes raisons ou pas de la même façon. Absolument. D'accord. Et alors, où vous en êtes dans le développement de vos produits, de vos candidats? Alors nous, on est en préclinique réglementaire.
Donc on est en train de travailler sur une étude de toxicologie pour 2026. Nous avons consulté bien sûr l'agence EMA pour... Déjà à ce stade, oui, les consultations devraient très tôt. Il est de plus en plus sain et de plus en plus sécurisant d'entretenir une relation le plus tôt possible avec les agences réglementaires, qu'elles soient françaises, européennes ou américaines, pour être sûr que le développement préclinique se déroule d'une manière de nature à faciliter l'essai clinique. Puisque donc, notre objectif, bien entendu, c'est d'aller en clinique, nous avons en préparation 2 essais cliniques. Un essai clinique à l'hôpital de Naples sur les pathologies liées aux mutations sur le gène CRX et un essai clinique sur les ciliopathies, donc les amoroses congénitales de Leber dues à des mutations sur le gène CEP290 avec l'hôpital Necker à Paris. Et l'Institut Imagine donc. Et l'Institut Imagine pour la partie criblage des patients et préparation. Absolument. D'accord. Puisque nous travaillons en consortium avec l'Institut Imagine et le plateau de Saclay du Certeau. D'accord. Et Serge Picot, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette approche qui est un petit peu différente? Je pense que de toute manière, et tant que les essais cliniques ne sont pas réalisés, on ne peut pas savoir, parce qu'on fait les tests sur des souris, mais les hommes ne sont pas encore des souris. Donc en fait, il faut vraiment atteindre le stade des essais cliniques pour savoir si en fait ces hypothèses, qui semblent être très pertinentes, qui ont fonctionné sur des modèles animaux, vont vraiment fonctionner chez l'homme. Donc en fait, je pense qu'on ne peut pas prédire le résultat des essais cliniques. En tout cas, toute la documentation préclinique est très convaincante. Donc en fait, nous sommes très enthousiastes et nous attendons avec impatience les résultats de ces travaux, parce qu'on peut espérer de cette manière limiter la perte de vision de ces patients ou parfois redonner de la vision aux patients qui perdent la vue. Et donc, en fait, c'est quand même un objectif qui, si ces entreprises réussissent, seront quand même une belle réussite française, quand même, aussi, on peut le dire. C'est aussi l'intérêt d'avoir investi aussi dans la recherche comme dans l'Institut de la Vision. Donc, la belle science qui doit encore se concrétiser chez le patient. Ouais. Oui, mais on peut avoir beaucoup d'espoir aussi, parce qu'il y a d'autres approches qui commencent à émerger, en particulier d'autres formes de thérapie génique, parce que là, on utilise des vecteurs de thérapie génique, donc des vecteurs, on dit AAV, pour adéno-associated virus, mais en fait, c'est donc une enveloppe de virus qu'on utilise pour en fait faire rentrer des gènes dans les cellules. Donc, à l'Institut de la Vision, on a d'autres approches, mais c'est vrai que on va en parler sur le sujet des vecteurs. Voilà, il y a beaucoup de travail et on peut espérer vraiment améliorer encore ces stratégies thérapeutiques. Juste en finir sur les perspectives de développement de vos sociétés respectives. Donc déjà, vos approches actuelles, comment vous voulez les financer, et puis quelles sont les perspectives de nouveaux produits, de nouvelles indications? Bien sûr, donc nos 2 essais cliniques en cours sont financés. On a le soutien d'investisseurs internationaux, français, européens, américains de renom. Donc là, pour les 2 essais cliniques dont les résultats sont attendus en 2027, ils sont financés. Bien sûr, d'ici là, alors 2026 pour nous, comme l'a mentionné Denis, ça va être comme pour Variant, de nombreux échanges avec les agences réglementaires, dans l'objectif de pouvoir préparer le lancement de plusieurs, jusqu'à 4 phases 3 en 2027, avec donc nos 2 candidats médicaments en rétinopathie pigmentaire et certaines formes de DMLA. Donc bien sûr un certain coût. Mais d'abord, on a besoin de prouver quand même que l'hypothèse va bien se réaliser. Donc on attend les résultats cliniques pour 2027 et après on verra. Que ce soit une prochaine levée de fonds ou des partenariats pour financer les phases 3. D'accord. Et vous, Denis, pour notre part, société les levées de fonds commencent, puisque jusqu'à présent, les actionnaires de la société se sont chargés de la financer. Et donc, pour la première fois, on ouvre le capital. En fait, ce mois-ci, je m'occupe d'une première levée de fonds qu'on dit d'amorçage,
qui sera terminée à la fin de ce mois-ci. Et puis, je lancerai une autre levée de fonds, probablement fin 2026, pour une plus importante, pour sans doute une valeur de 10 à 15 millions d'euros, qui nous permettra de financer essentiellement en fait l'essai clinique à Necker, puisque notre essai clinique à Naples est largement financé par notre partenaire napolitain, l'université Luigi Vanvitelli. D'accord. Très bien. Donc, du coup, Serge Picot, voilà, on a dit ça, c'est les thérapies géniques de la génération actuelle, et les générations futures se préparent chez Imagine. Et donc, voilà, vous vouliez nous parler des recherches sur les vecteurs. Alors, nous, à l'Institut de la Vision, en fait, on prépare donc de nouveaux vecteurs, parce que l'idée, c'est que, en fait, ces vecteurs, par exemple, dans le cas de Sparring Vision, il faut les injecter sous la rétine. Donc ça veut dire qu'il faut décoller la rétine qui est déjà très fragile. Donc en fait, on aimerait pouvoir injecter en fait ces vecteurs juste en fait en injectant dans le vitré, parce que les injections dans le vitré sont devenues très communes, puisque dans le traitement de la DMLA humide, en fait, les patients peuvent avoir pratiquement une injection par mois. Maintenant, on réduit un peu ces injections. Mais ça veut dire qu'une injection dans l'œil, c'est devenu très facile. Mais c'est dans le vitré. Et donc, en fait, l'idée, ça serait d'avoir des vecteurs qu'il suffit d'injecter dans le vitré pour aller cibler les photorécepteurs. Et donc, là, il y a tout un travail qui est fait avec une entreprise qui s'appelle White Genomics, à l'Institut de la Vision, donc avec les équipes... White Lab, je crois. C'est White Lab. White Lab Genomics, oui, pardon. Et en fait, à l'Institut de la Vision, on a toute une équipe qui fait de l'intelligence artificielle, qui s'est adossée à une équipe qui travaille sur justement les développements de vecteurs thérapie géniques. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver, grâce à l'intelligence artificielle, un vecteur qui soit capable, par exemple, en injection intravitrine, d'aller cibler les photorécepteurs. Et donc, ce qui permettrait en fait d'avoir une efficacité bien plus importante avec un geste très simple. Donc on pense que c'est possible, et donc il y a ce cas concret, mais aussi de cibler aussi les cellules ganglionnaires, de cibler d'autres cellules dans la rétine qui parfois peuvent être aussi déficientes. Donc l'idée, c'est d'arriver à se faire une panoplie un peu de vecteurs viraux qui ont des capacités différentes, soit cibler les photorécepteurs à cône, soit cibler les cellules ganglionnaires ou d'autres cellules comme les cellules bipolaires. Et donc, en fait, par l'intelligence artificielle, arriver à développer ces vecteurs viraux. Puis après, en parallèle de ça, on se demande si finalement, il faut absolument recourir à ces vecteurs viraux. Et ne pourrait-on pas, en fait, avoir des stratégies où, en fait, l'ADN ne serait pas dans cette espèce d'enveloppe virale, mais dans un autre vecteur qui pourrait quand même apporter l'ADN dans les cellules. Pensez à quoi? Des vésicules nanoliptiques? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, enfin différentes stratégies qui ont été faites, en particulier des vésicules un peu lipidiques dans lesquelles on peut englober l'ADN, mais voire parfois même de l'ADN nu qui est injecté. Donc en fait, il faut essayer d'investiguer un petit peu. Et puis il y a toutes les thérapies dont on a entendu parler avec en fait les ciseaux moléculaires, l'édition du génome. L'édition du génome, pour essayer de voir si on ne pourrait pas venir corriger parfois le génome. Et je pense que d'ailleurs, Sparring Vision est très impliqué dans cette stratégie, essayer de voir justement est-ce qu'on ne peut pas aussi peut-être un jour créer des thérapies dans ce sens-là. Je pense qu'il y a tout un univers qui s'ouvre avec cette nouvelle édition du génome. Et je pense qu'il faut qu'en ophtalmologie, on regarde aussi ce qui est possible. Alors la difficulté, c'est qu'à chaque fois, dans ces cas-là, ça risque d'être vraiment mutation spécifique ou gène spécifique. Et donc, c'est ce que nous disaient tout à l'heure nos deux invités, c'est que là, on va avoir un coût de développement qui est beaucoup plus important si on fait une thérapie par gène ou par mutation, alors que si on a des thérapies gènes agnostiques ou
ou indépendante du gène, finalement, on va cibler un pool de patients bien plus important. Et voilà, il va falloir... Une thérapie un peu plus rentable, donc plus intéressante, et pour les industriels et pour les investisseurs. Oui, et puis c'est surtout que, pour le coup, il faut penser à la sécurité sociale, notre chère sécurité sociale. Si on a des thérapies par mutation ou par gène, le coût est très élevé et ça devient prohibitif pour notre système de santé. Donc c'est là où, en fait, ces thérapies qui sont gènes indépendantes sont beaucoup plus intéressantes aussi pour notre système de santé. Il faut quand même penser que si on veut le garder, on doit essayer de limiter les coûts. Et juste pour rebondir sur la discussion sur les vecteurs et les modes d'injection, c'est vrai que SPVN 06, nous, se fait en injection sous-rétinienne, mais SPVN 20 est déjà faite les injections avec SPVN 20 se font bien en intravitréen. Oui. Et est-ce que vous regardez aussi les approches d'édition du génome? C'est quelque chose qu'on a bien sûr regardé, parce que c'est des sujets particulièrement intéressants. Mais pour l'instant, à vrai dire, nous, on se concentre en priorité sur nos 2 essais cliniques en cours. C'est vrai qu'on est une société d'une 30aine de personnes. Donc pour l'instant, la priorité, c'est bien les 2 essais cliniques en cours, en thérapie interne, si les 2 premiers sont probants. Oui, moi je crois il faut rappeler à nos auditeurs qu'on a quand même la chance d'avoir en France finalement 2 sociétés qui ont des traitements polyvalents, potentiellement en thérapie génique. À notre connaissance, il y a 3 sociétés dans le monde qui ont ce type de modèle. Donc 2 sont françaises. Dont 2 sont françaises. Donc donnons toutes les chances à ces 2 sociétés qui restent sur finalement des technologies qui sont aujourd'hui reconnues et laissons bien évidemment le travail de recherche continuer, parce que c'est bien de là que viennent souvent les nouveaux projets, aux côtés de Serge Picot, l'Institut de la Vision, ou effectivement... du financement du soutien financier à la recherche fondamentale et pour le développement. Exactement. Pour les startups qui se développent en France et mener leurs essais. Tout le monde a du travail et c'est vrai que... nous, on trouve ça quand même assez formidable que finalement, en thérapie polyvalente, en thérapie génique, et juste nous 2 plus Oxygène, pour être très, très sincère. Je pense qu'on peut être aussi assez heureux de voir que finalement, l'investissement dans de la recherche publique, académique, comme à l'Institut de la Vision, produit en fait du développement économique, puisque en fait ces 2 startups, elles emploient des personnes, elles créent de la valeur pour la France. Donc on voit bien en fait comment en fait la recherche purement académique peut après être convertie en fait un investissement valorisant en fait pour notre pays. Je pense que c'est important de souligner aussi ce transfert en fait qui est possible, parce que c'est quand même très valorisant de se rendre compte que on n'investit pas à fond perdu dans la recherche. Souvent, c'est un point qui est oublié. J'espère que c'est bien entendu et intégré par nos auditeurs. J'ai 2 questions dans le chat. Une pour vous. Quelles sont les formes de DMLA qui sont concernées par les essais cliniques que vous menez? Alors, les essais cliniques n'ont pas démarré encore en DMLA, mais ce seraient les formes sèches. D'accord. Et la forme avancée de cette forme sèche qui s'appelle l'atrophie géographique. L'atrophie géographique. D'accord. Et 2e question, on parle de la rétine, des cônes et des bâtonnets, mais qu'en est-il du nerf optique? Est-ce qu'il y a des approches de thérapie génique sur autre chose que les photorécepteurs? La thérapie génique de GeneSight, par exemple, c'était pour la neuropathie optique de Leber. Et donc, en fait, c'était une neuropathie optique, c'est-à-dire une dégénérescence des cellules ganglionnaires, ces cellules qui sont connectées au cerveau. Et donc, en fait, là, c'était une thérapie génique qui ciblait un gène qui est dans l'ADN mitochondrial et qui permettait en fait de corriger la mutation en apportant le gène correct dans les cellules. Et en fait, il y avait toute une technologie qui permettait de cibler après la protéine vers la mitochondrie. Et donc... Et dans le glaucome, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des... Pour l'instant, dans le glaucome, il n'y a pas de thérapie génique. On peut rappeler quand même qu'il y a des thérapies déjà en gouttes pour la pression intraoculaire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... l'objet de la prochaine table ronde. Mais en thérapie génique, pas de... Mais en thérapie génique, pour l'instant, non, il n'y a pas de thérapie génique. Très bien.
Donc un petit mot de conclusion, si vous aviez chacun soit une proposition à formuler pour améliorer le développement et la mise à disposition des thérapies géniques en ophtalmologie. Vous commencez ? Avec plaisir. Moi, je rêve d'une part de pouvoir développer mon produit dans le contexte économique français, parce que c'est vrai qu'on est finalement très aidé, malgré ce qu'on dit. On parlait de la recherche fondamentale dans les instituts, mais il y a le CIR, mais il y a BPI France. Le Crédit Impôt Recherche. Il y a exactement, il y a tout un système qui nous permet de nous développer et nous exprimer. Et donc, il me semblerait judicieux que si un résultat arrive, et j'espère bien qu'un résultat arrivera, qu'on puisse peut-être pas le garder en France, mais qu'au moins on puisse signer avec des acteurs industriels qui soient en partie français, pour certaines des indications sur lesquelles on sera peut-être... Pour que les patients français puissent en bénéficier sans attendre. Et puis l'autre vœu, c'est pour les maladies rares, réussir à trouver avec les agences réglementaires un moyen de raccourcir l'accès au marché, puisque nos développements coûtent, on l'a vu, très cher. Et c'est bien, nous, avec nos thérapies polyvalentes, de s'adresser à un marché beaucoup plus large. C'est déjà un énorme avantage. Encore faut-il pouvoir promettre aux investisseurs un temps d'accès aux clients, si possible un peu plus court, pour que ces derniers soient de plus en plus motivés à venir nous aider financièrement. Pour que ça reste attractif. Absolument. Nathalie ? Oui, je rebondirai là-dessus. On l'a vu, une recherche académique de pointe en France, des startups de qualité qui permettent d'avancer cette recherche. Comme l'a dit Denis, je pense que plus d'intégration verticale qui nous permettrait aussi d'avoir une production en France des biothérapies. Il y a une grande concurrence des États-Unis, de la Chine, il ne faut pas se leurrer, mais il y a vraiment une place pour la thérapie génique française et pourquoi pas donc fabrication de ces thérapies en France. Et puis bien sûr, toujours plus de financement, d'accès au financement public bien sûr, mais privé, pour pouvoir amener nos thérapies géniques le plus rapidement sur le marché pour les patients. Et donc Serge Picot, votre conclusion. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que quand des entreprises comme ces entreprises réussissent avec une forme de thérapie génique, en fait, il faudrait que la plateforme qui a servi à amener les gènes puisse être validée et qu'après, en fait, on puisse avoir un process accéléré si, en fait, la même plateforme technologique est utilisée pour amener un autre gène, puisqu'en fait, finalement, la validation sur un gène devrait être presque automatique sur un autre gène. Donc on pourrait de cette manière essayer d'accélérer les processus de développement parce qu'en fait la validation... Un peu sur le modèle vaccinal où on change la souche tous les ans, mais, oui, le modèle de vaccin reste le même. Ce qui reste dedans est proche. Donc en fait, ça serait l'intérêt d'avoir quelque chose de beaucoup plus rapide et puis aussi qui économiquement pour les entreprises serait plus viable. Et puis qui permettrait de diminuer les coûts, puisque en fait, on aurait un process accéléré de développement. Donc, je pense que c'est ce qu'on a en tête, en fait. Avec ces produits polyvalents, la technique est bien celle de montrer que sur l'homme, le produit est à la fois non toxique et en plus efficace. Et derrière, avec les preuves de concept qu'on a accumulées en même temps en recherche, de dire, on a montré que c'était non toxique et que c'était efficace, donc maintenant, laissez-nous faire rentrer de nouvelles indications dans un phase 2-3. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, la phase 2-3 servira à valider les autres indications sur lesquelles on estime que notre produit doit être efficace. Et ça se fait déjà aux États-Unis, donc il serait bien dommage qu'on n'arrive pas à le faire en France, en Europe. On verra si le message est entendu. Un grand merci à vous trois pour votre participation. Vous retrouverez prochainement le compte-rendu de cette table ronde sur le site internet de Pharmaceutique. Et restez avec nous pour la dernière partie de cette webconférence consacrée à l'impact sociétal des innovations en ophtalmologie. Et on parlera du glaucome. À tout de suite.